Ça serait beaucoup plus simple qu'on fasse des tutos maquillage. C'est moi qui pose des questions. Alors, Emma, quel mascara tu prends? Ah bah tu connais, au moins tu sais ce que c'est un mascara. Je te rappelle que la plupart des hommes ils savent pas ce que c'est. Hein. Ben là, j'ai été en couple pendant 27 ans consécutifs, donc... Ça laisse des traces. Hein. Oui, c'est ça. Oui, quand même. Prochain livre, tu feras un livre sur la vie de couple et le quotidien. Je connais bien. Je connais bien. Bonjour les amis, c'est parti pour le chapitre 2 de nos aventures. Bienvenue Sylvain. Hello Emma, comment ça va? Ça va bien, alors on continue hein? Ouais, moi je suis prêt. T'es prêt, mais t'es toujours prêt. Hein. Moi, je te sors du lit. En plus, hier, tu as fait une grande manifestation à Montréal. Pas beaucoup dormi. C'était bien. Non. Comment ça s'est passé? Ça a été extraordinaire. On était à environ 50 000 personnes. Ça a été énergisant. Ça a été. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les capsules qu'on fait là, comme ça, ça a un impact sur les gens. J'ai même entendu ton nom mentionné plusieurs fois lors d'une manifestation à Montréal, ce que probablement tes oreilles devaient bourdonner chez toi. Mais donc, on rejoint les gens, puis les gens ont soif de savoir. Puis, tu sais, surtout l'histoire, c'est pas un sujet qui intéresse tant de monde que ça, de manière générale. Mais maintenant qu'on m'en parle, on me parle des capsules, on nous dit on est en train de redécouvrir l'histoire. Donc, probablement qu'il y a plus de gens qu'on pense qui sont contents d'écouter des trucs sur l'histoire. Donc, moi, ça me réjouit parce que c'est une passion de toujours. Là. Mais donc, c'est ça. C'est vraiment, ça a été une journée extraordinaire. On a l'impression vraiment que les gens se réveillent massivement. Puis aussi, ce qui est drôle, c'est que les médias traditionnels nous appellent, nous, les complotistes, depuis toujours dans leurs articles. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les complotistes sont devenus simplement les patriotes maintenant. On est tellement nombreux. Et donc, on va arrêter de parler de complot bientôt, mais on est nombreux à comprendre maintenant ce que font réellement les gouvernements, ce que font réellement les médias contre le peuple. Et c'est pour ça que c'est tellement important de continuer en ce moment, puis de continuer à réveiller les gens. Puis revenir sur l'histoire, ça en fait partie parce que les fake news, comme je dis toujours, ben, ça date de 100 ans minimum. Donc, on a beaucoup de chemin à faire, là. Oui, mais c'est vrai que, bon, en tout cas, je trouve que le mot complotiste, il est complètement dépassé. Enfin, bon, moi, personnellement, je ne l'écoute même plus parce que je trouve ça tellement pathétique de continuer à parler de ça. Enfin, bref, ceux qui s'amusent encore parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer. Mais en tout cas, il est vrai que le chapitre 1 de nos aventures, Sylvain, où tu nous as parlé surtout de la première partie avec les banques, la création de la monnaie aussi, on a quand même pu t'entendre sur tous ces premiers thèmes de ton livre. Donc, je rappelle que nos capsules sont issues de ton livre. Alors, je vais montrer le pavé Guerre et mensonge, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous rejoignent maintenant, Guerre et mensonge. Et avec cette tagline que j'affectionne tant, les fausses nouvelles existent depuis plus d'un siècle, elles sont devenues notre histoire. Et c'est vrai que tu as été bombardé de demandes pour avoir ton livre qui existe pour le moment en version numérique, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça. On me pose souvent la question quand on va avoir les livres imprimés et tout et tout. Bien évidemment, comme je ne suis pas éditeur, mais j'avais envie d'arrêter de payer les éditeurs et de verser mon cash à Amazon et tout. Donc, j'ai essayé de contourner le système parce que le système ne me plaît pas toujours. Donc, oui, je les offre en version e-book, mais ça m'a donné les fonds aussi pour pouvoir commencer à envisager d'éditer en imprimé là, mes propres livres et peut-être d'obtenir de l'aide en Europe de ce côté-là aussi. Mais tu auras de l'aide. Et puis, Oui. je sais que ce sera un des cadeaux de Noël les plus efficaces de 2020, puisque tu as quand même un ouvrage de 500 pages. Alors, tout va y passer. Ça, on en a fait une promesse, toi et moi, pour les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui comprennent le français. Et puis, aujourd'hui, on va entamer le chapitre 2. Alors, nous, on a l'habitude de faire des capsules qui sont très focalisés sur un point, histoire de pouvoir aussi se maintenir en attention, parce que là, tu vas ressortir des vieux ouvrages, etc., puisque ce n'est pas en tout cas les livres que nous, on a eus à l'école. En tout cas, moi, je n'y ai pas eu accès. Alors, je fais le menu, Sylvain, et après, c'est à toi.
Donc, tu vas nous parler de la déclaration de Balfour, du traité de Mhm. Versailles de 1919, Mhm. du financement du parti nazi. Et Oui, pour comprendre tout ça, reparler de l'eugénisme et oui, en quoi l'eugénisme est lié à Hitler et en quoi l'eugénisme a créé une base très utile oui. pour un discours de propagande. Et puis, c'est tout à fait d'actualité puisque c'est un mot, Mhm. l'eugénisme, qu'on revoit beaucoup maintenant sur Internet et dans les discours. Sylvain, Mhm. let's go! Oh, oh, oh. Ben, en fait, ce que j'aurais envie de peut-être pour pouvoir mieux reprendre, c'est à la fin de la dernière capsule qu'on a parlé, parce que il est important pour comprendre la suite que Hitler est arrivé exactement au bon moment où on avait besoin de lui, comme si on l'avait créé volontairement. Parce que, en fait, avec la déclaration de Balfour de 1917, on s'est rendu compte de manière documentée et écrite que les Rothschilds voulaient créer un État juif en Palestine. Donc, Balfour, qui était le ministre de l'économie britannique à l'époque, ben, il accordait aux Rothschilds avec sa déclaration la possibilité de faire ça en Palestine. Et donc, on avait besoin de quelqu'un pour chasser les Juifs d'Europe. Et donc, Hitler est arrivé et a dit, ben moi, je chasserais peut-être les Juifs d'Europe. Là. Et donc, en 1924. Hitler, après la démobilisation de la Première Guerre mondiale, était un caporal fini qui sortait des tranchées et n'avait pas d'emploi. Et il s'est trouvé un job d'espion, semble-t-il, comme nous dit l'histoire, mais c'est peut-être à prendre avec des pincettes ce petit bout-là. Mais théoriquement, donc, il était engagé pour espionner les partis politiques assez radicaux de l'époque. Et donc, il s'est retrouvé dans le Parti national socialiste des ouvriers du travail. Il était supposé espionner ce parti-là, mais en réalité, il a rapidement adhéré à leur idéologie, qui était assez très nationaliste, comme on dit, mais donc qui était anti-juif, anti-communiste, tout ça. Il s'est retrouvé rapidement à la tête de ce parti-là. Donc, il a reforgé, je dirais, l'image du Parti socialiste selon son idéologie, qui encore là, est-ce que est-ce qu'il était réellement raciste? Est-ce qu'il était, on ne saura jamais parce que la réalité, c'est qu'il a emprunté les théories de ceux qui étaient pour le financer éventuellement, et c'était les théories eugénistes. Donc, l'eugénisme a commencé aux États-Unis autour du début du 20e siècle. Et on se rend compte rapidement que l'eugénisme était tout ce qui était les sociétés eugéniques, la recherche en eugénisme, c'était tout financé par ceux qui étaient pour éventuellement financer le parti nazi. Donc, on parle des Rockefeller, la fondation Rockefeller, on parle des Morgan, on parle de, tu sais, il y a tout ce monde-là qui éventuellement, la société Dupont aussi, qui était juif, Irénée Dupont, qui était à la tête de la méga compagnie Dupont, qui fabriquait des bombes, de la poudre à canon, des munitions et tout ça, ben lui était un eugéniste en plus. Ça, c'est assez dichotomique quand même au niveau de son discours. Et donc, il a formé toute l'idéologie aryenne de la création et la mise en valeur de la race parfaite, qui faisait beaucoup partie de la propagande nazie, venait tout à fait, était tout à fait lié aux théories eugénistes américaines à l'époque et britanniques aussi. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde important qui s'occupait de ça. La théorie eugéniste, dans le fond, c'était que pour créer une race pure, pour créer une race forte et intelligente, ben, il fallait éliminer ou en tout cas s'empêcher de se reproduire les races inférieures. Donc, on parle des Noirs, on parle des Juifs, on parle des handicapés, on parle de tout ce qui n'est pas tout à fait normal. Normal selon la théorie eugénique et aryenne, éventuellement des nazis. Et tu aurais bien survécu à cette époque-là parce qu'on on cherchait des blonds, on cherchait des grands, on cherchait des blancs. Voilà. Et donc, ça, c'était Excuse-moi, lié. mais il me semble que dans ton livre, tu dis Oui, carrément que bon, certains étaient stérilisés, puis d'autres euthanasiés, carrément. Hein.
Tu Ah parles de oui, oui. Kellogg. Tu parles de Kellogg, celui qui... Oui, oui, et qui a fait les cornflakes, là. Oui, oui, Kellogg était quelqu'un qui a écrit des articles sur l'eugénisme et Kellogg était quelqu'un qui a fait la promotion de l'eugénisme et qui a été institutionnalisé là, par le gouvernement à plein niveau. Donc oui, il y a eu des stérilisations forcées qui ont été faites. Euh, Pas beaucoup d'élimination comme telle aux États-Unis, mais beaucoup de stérilisation de plein de groupes indésirables, là, disons, pour la création et l'évolution de la race parfaite. Et c'est assez terrible quand même quand on regarde ça. Là. En fait, c'est inhumain là, complètement parce que finalement, tout ce qui ne te ressemble pas doit être éliminé ou s'empêcher de se reproduire, ce qui n'a aucun sens. Puis, si on regarde ce qui se passait en Allemagne en même temps, on a commencé, ceux qui finançaient l'eugénisme aux États-Unis ont financé les premières institutions ariennes, disons, en Allemagne, où on a éliminé des handicapés. Les gens qui étaient dans des institutions ont été carrément gazés, piqués, shootés, c'était comme aller chez le vétérinaire et hop, on s'en débarrasse. Là. En Et quelle on année? parle de Plus ou moins, c'était en quelle année, ça? oui, ben ça a commencé dans les années 20. Il y a l'Institut Willem là, qui a été fondé, je crois, en 1926, je pense. Ça a été financé, entre autres, par la Fondation Rockefeller. Mais ça a continué beaucoup dans les années 30 et tout ça. Mais ça s'est accéléré beaucoup après la prise de pouvoir de Hitler en 1933. Donc, entre 1933 et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'hécatombe. On éliminait tout le monde, tous les handicapés et tout ça. Là. Et pour faire la promotion de la race aryenne et tout ça, et qui était mise en valeur aussi dans le livre Mein Kampf de Hitler qu'il avait publié en 1924, alors qu'il était en prison. Oui, Si ça on aussi, revient un peu... Ouais. excuse-moi, t'en parles aussi dans ton livre, Ouais. il l'a écrit en prison. Je crois qu'il a passé Oui, oui, 8 oui. mois, d'après ce que tu nous expliques. Oui, bien, ce qui était arrivé, en fait, si on revient un petit peu en arrière, il y a eu le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Puis le traité de Versailles, c'est assez épouvantable parce que pour plusieurs personnes connues, le traité de Versailles était rien d'autre qu'une trêve de 20 ans parce que finalement, on créait des conditions impossibles à remplir au niveau économique pour l'Allemagne en termes de réparation de guerre. On a créé une dette immense, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je pense qu'aujourd'hui, ça équivaut à presque 2 trillions de dollars là, ou 3 trillions. Donc, l'Allemagne ne pouvait jamais remplir aucune de ces conditions-là. Donc, on a fait de l'Allemagne un pays où on pouvait faire monter un parti nationaliste comme ça et raciste et tout ça, et surtout créer la condition pour que tout le monde retourne en guerre. Là, et c'est ce qui est arrivé avec ça. Donc, la population population allemande était en beau maudit, comme on dit au Québec, là, pendant de longues années. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, en 1923, il y a eu une crise économique importante en Allemagne. Donc, hyperinflation du mark. Ça ne valait plus rien. On a déjà entendu des histoires où pour se chauffer l'hiver, on brûlait les marques, je veux dire, dans les poêles parce que l'argent allemand ne voulait absolument plus rien dire. Ne voulait plus rien dire. Et donc, la colère montait, grondait, et ça a permis justement à Hitler de monter dans les faveurs populaires parce que lui, il voulait redonner l'Allemagne aux Allemands et tout ça. Et donc, c'est pour ça que le parti nazi a monté quand même rapidement. En 1924 est arrivé le putsch manqué de Munich et il s'est retrouvé en prison. Et c'est là qu'il a écrit Mein Kampf. Et dans Mein Kampf, dans le fond, quand j'ai écrit le livre Guerre et mensonge, j'ai relu Mein Kampf au complet en prenant des notes à gauche et à droite parce que ce que j'ai vu à l'intérieur de ça, dans le fond, c'était carrément un appel à tous les gens qui étaient pour le financer éventuellement. Parce qu'ils voulaient chasser les Juifs d'Europe. Ils embrassaient leur théorie eugénique par ça. Et donc,
le financement de tous ces gens-là qui aimaient ces théories-là, tout ça, ben, c'était carrément un appel pour tout ça, là. Et donc, on peut voir que dès la sortie de prison de Hitler, qui n'a pas duré très longtemps, en fait, qui a duré que 8 mois, ben, on a commencé à financer le parti de plus en plus et ça venait principalement des banques américaines. Ça venait des Rockefeller, ça venait de Ford, Ford, le constructeur automobile, qui était un fan fini de Hitler, qui était un nazi non repenti. Et donc, il ne cachait absolument pas ses allégeances. Là, mais la plupart des riches industriels américains étaient tous pro-Hitler. Parce qu'en plus, de toute façon, eux adoptaient la même théorie là, au niveau des États-Unis. Toute la riche bourgeoisie voulait l'eugénisme aussi. Donc, pour eux, Hitler n'était pas le monstre qu'on connaît aujourd'hui là, ou qu'on a développé dans l'imaginaire aujourd'hui. Donc, c'est très important de comprendre comment toute la montée au pouvoir d'Hitler a été financée par les banques américaines. Parce que ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que les banques américaines se sont dit, au-delà des Rothschilds qui voulaient créer l'État juif en Palestine, bien, les banquiers américains se sont dit, on peut peut-être se servir d'Hitler pour beaucoup plus que ça. Et donc, pour les banques américaines, on va se servir d'Hitler, oui, pour créer Israël, mais nous, et non les Rothschilds, on va s'occuper d'Israël. On va aller chercher le pétrole en plus du Moyen-Orient parce que c'était ça le but de la création d'Israël. Depuis le début, on peut le voir, c'est que on savait qu'il y avait beaucoup de pétrole dans tout le Moyen-Orient, mais particulièrement dans la péninsule arabique aussi, là où on trouve la Syrie, l'Irak, l'Iran, tout ça, l'Arabie saoudite, le Koweït aussi. Donc, il y avait beaucoup de pétrole dans ces régions-là. On le savait, donc il fallait aller chercher ça. Et donc, en semant la graine d'Israël qui était pour grossir et aller tout chercher ça éventuellement, bien, on s'assurait d'avoir le contrôle total sur le marché du pétrole. Quand les Rothschilds ont voulu créer cet État-là, donc, pour eux, c'était de pouvoir faire un contrepoids aux banques américaines qui, eux, avaient du pétrole aux États-Unis déjà, et le pétrole gagnait en importance au niveau du développement économique par les transports principalement, mais toute la machinerie, tout ça. Bien, ils se faisaient un contrepoids, mais les banquiers américains se sont dit, bien, nous, on va s'en servir pour aller chercher ça en plus. Donc, on va aller chercher l'hégémonie mondiale au niveau banquier. Donc, quand on voit de quelle façon tout s'est passé, comment on a tout forgé l'Allemagne comme ça, bien, on se rend bien compte de ce qui était l'objectif final de tout ça, des banques américaines. Parce que, il faut imaginer, là, je continue si ça ne te dérange pas, mais je viens de penser à quelque chose qui est super important, c'est que l'Allemagne, donc, avait une dette pour la Première Guerre mondiale qui était énorme, mais vraiment énorme, impayable. L'Allemagne venait de passer dans une crise économique en 1923 épouvantable avec l'hyperinflation du mark. Donc, il n'y a plus personne qui avait d'emploi, la monnaie ne valait plus rien, il y avait de la famine partout et tout ça. Le pays était en décombre en plus à cette époque-là parce qu'on est en post-Première Guerre mondiale, il n'y a rien qui marchait. Et en 1929, en plus, est arrivée la crise économique mondiale qui a touché tout le monde. Donc, l'Allemagne avait tout ça, là. Et donc, c'est un pays qui aurait dû sombrer dans la déchéance et la faillite totale. Et pourtant, à partir du moment où Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, bien, en 5 ans, il a réussi à créer la machine de guerre la plus puissante au monde. En 5 ans, là, parce qu'en 1938, il était prêt. Et malgré la faillite totale, et reconstruire le pays en plus. Donc, on parle de beaucoup, beaucoup de petits miracles allemands là, qui se sont passés pendant ce temps-là. Évidemment, il ne peut pas faire tout seul. Donc là, on comprend exactement comment on a pu financer toute cette chose-là et faire gagner le pouvoir à Hitler en 1933. Alors, comment il a fait pour avoir tous ces fonds-là? Parce que ça ne sort pas ça tombe pas du ciel. Comment il a fait? Alors que la bourgeoisie brûlait les billets à coups de kilos dans le fourneau pour se chauffer, comment lui il a fait? Bien, en fait, c'est ça. Il est arrivé il a fait plusieurs choses. En fait, comme je dis, dans le fond, d'avoir embrassé les théories eugénistes américaines,
Donc, évidemment, les industriels américains et les banques américaines ont vu en Hitler quelqu'un qui était un peu leur prolongement européen au niveau idéologique. Donc, évidemment, c'est là qu'ils se sont dit, ben, premièrement, ils savaient qu'ils étaient pour avoir une autre guerre. Donc, il fallait y aller avec le bon. Et pour eux, c'était Hitler qui était le bon. D'ailleurs, tu sais, même, on parle souvent de Kennedy comme d'un bon, tout ça, mais son père était pro-nazi. Il était ambassadeur en Angleterre à l'époque, à Londres. Et lui, s'était ouvertement aussi prononcé comme pour Hitler, comme étant la vedette montante en Europe, tout ça. Et donc, ils se sont tous aperçus, en fait, que Hitler était une opportunité immense pour eux. Parce qu'ils se sont dit, si on arrive à financer ce gars-là, ben, on va être capable d'aller chercher de notre pied à terre en Europe. Et c'est pour ça que, donc, massivement, à travers les banques, il y a eu, on parle encore de l'affiliation. Ben, Prescott Bush, qui est le père de George Bush Senior et le grand-père de George Bush Junior, qui ont été les deux présidents américains, ben, Prescott était le directeur d'une banque, la UBC, et Union Banking Corporation. Et cette banque-là va faire passer beaucoup d'argent vers l'Europe, vers les nazis. Et donc, ça a été d'une importance extrême pour envoyer de l'argent des industries américaines vers l'Europe pour la reconstruction. On a contourné plusieurs règlements aussi au niveau des financements. En 1930, on a créé une banque que tu connais bien, la Banque des règlements internationaux. La BRI à Bâle. Eh oui, eh oui. Alors justement, tu sais quoi, Sylvain? Tu sais, je sais que tout le monde me déteste parce que les gens, ils prennent les pop-corns, ils écoutent les capsules. Tout le monde te déteste? Ils me détestent parce que quand tu commences à amener le pavé dans la mare, parce que justement, je pensais évidemment à Bâle, eh bien, il est l'heure de se dire à la prochaine, puisque l'épisode 2 du chapitre 2 sera dans la prochaine capsule, puisque là, tu as beaucoup de choses à nous dire sur toute cette histoire d'argent, comment on amène l'argent, comment on le sort, comment la Suisse, avec la BRI à Bâle, a permis de faire des miracles avec tout cet argent. Eh bien, Sylvain, je te remercie. Tu vas nous éclairer dans la prochaine capsule et je te dis merci infiniment. Oui, à tantôt.